Bonjour à tous et bienvenue dans NTD le journal. Nous sommes le mercredi 15 août. Voici tout d'abord les principaux titres de l'actualité chinoise. Wang Lijun et les secrets d'État. Répression de la contrefaçon, la piraterie des autorités. Wang Lijun, ancien chef de la police de Chongqing, dont Bo Xilai a été le secrétaire du parti, a-t-il déjà été jugé ou non? Jusqu'à présent, aucune affirmation ne peut être faite. Rappelons que Wang Lijun s'est évaporé depuis qu'il avait cherché l'asile politique auprès du consulat américain à Chengdu. Suite au refus des autorités américaines à sa requête, Wang Lijun a été reconduit sous sa demande par les hommes de confiance du président Hu Jintao de peur de retomber dans les mains de Bo Xilai qui voudrait le tuer. Afin de cacher la défection de Wang Lijun au grand public chinois, les médias officiels communistes ont annoncé que Wang Lijun s'est retiré de son poste pour un traitement médical sous forme de vacances. Alors quels seraient les secrets qu'il a emmenés avec lui et quels impacts ont été provoqués? Voyons ce reportage. Au soir du 6 février, Wang Lijun est entré dans le consulat des États-Unis de Chengdu et a demandé l'asile politique. Pour appuyer sa demande, Wang Lijun a remis aux autorités américaines des documents secrets que celles-ci n'ont jamais publiés. Selon des informations exclusivement rapportées par le journal Epoch Times, ces documents secrets incluent les dessous des prélèvements d'organes sur les pratiquants de Falun Gong vivants par la famille de Bo Xilai. Ce scandale fut un énorme tremblement de terre pour le régime communiste et aurait ainsi provoqué la chute successive de Bo Xilai et de son épouse Gu Kalai. Des observateurs pensent que Wang Lijun est au cœur des informations les plus sensibles du haut niveau du PCC. Le nombre des secrets qu'il a menés avec lui au consulat américain fait toujours l'objet d'enquêtes et de vérifications de tout milieu. Avant la défection de Wang Lijun, des sources fiables de NTD avaient indiqué que Gu Kalai était l'une des responsables de la vente des dépouilles humaines et des prélèvements d'organes à vif. Tout en étant le bras droit de la famille de Bo Xilai et le chef de la police, il était surprenant que Wang Lijun s'intéresse aux techniques de la transplantation et établit des institutions de recherche relatives. C'est grâce aux médias indépendants hors de Chine comme NTD, Epoch Times, qui ne cessent d'informer et d'être en quête de la vérité, que le crime des prélèvements d'organes sur les pratiquants de Falun Gong vivants ont pu attirer l'attention de la communauté internationale et des médias. En même temps, nous sommes aussi témoins d'un grand nombre de cadavres dont la provenance est inconnue. Des informations relatives à l'entreprise de plastination de Van Hagens ont aussi fait leur apparition sur les tribunes, les microblogs chinois et ont suscité l'intérêt du grand public. L'homicide volontaire de Gu Kalai ne serait-il qu'un prélude à bien d'autres révélations qui vont voir le jour les unes après les autres? Nouvelle NTD. Depuis bien longtemps, NTD rapporte et suit de près les enquêtes menées sur les prélèvements d'organes des pratiquants de Falun Gong vivants. Avec le procès de Gu Kalai et les révélations faites autour de l'abus de pouvoir de la famille de Bo Xilai dans la vente de dépouilles humaines, NTD rassemble des informations rapportées auparavant afin de mieux éclaircir ses téléspectateurs. Voici un premier résumé sur Wang Lijun et les transplantations d'organes. Au soir du 6 février, Wang Lijun est entré dans le consulat des États-Unis de Chengdu et a demandé l'asile politique. Pour appuyer sa demande, Wang Lijun a remis aux autorités américaines des documents secrets que celles-ci n'ont jamais publiés. Selon des informations exclusivement rapportées par le journal Epoch Times, ces documents secrets incluent les dessous des prélèvements d'organes sur les pratiquants de Falun Gong vivants par la famille de Bo Xilai. Ce scandale fut un énorme tremblement de terre pour le régime communiste et aurait ainsi provoqué la chute successive de Bo Xilai et de son épouse Gu Kalai. Des observateurs pensent que Wang Lijun est au cœur des informations les plus sensibles du haut niveau du PCC. Le nombre des secrets qu'il a menés avec lui au consulat américain fait toujours l'objet d'enquêtes et de vérifications de tout milieu. Avant la défection de Wang Lijun, des sources fiables de NTD avaient indiqué que Gu Kalai était l'une des responsables de la vente des dépouilles humaines et des prélèvements d'organes à vif. Tout en étant le bras droit de la famille de Bo Xilai et le chef de la police, il était surprenant que Wang Lijun s'intéresse aux techniques de la transplantation et établit des institutions de recherche relatives.
C'est grâce aux médias indépendants hors de Chine comme NTD, Epoch Time, qui ne cessent d'informer et d'être en quête de la vérité, que le crime des prélèvements d'organes sur les pratiquants de Falun Gong vivants ont pu attirer l'attention de la communauté internationale et des médias. En même temps, nous sommes aussi témoins d'un grand nombre de cadavres dont la provenance est inconnue. Des informations relatives à l'entreprise de plastination de Van Hagens ont aussi fait leur apparition sur les tribunes, les microblogs chinois et ont suscité l'intérêt du grand public. L'homicide volontaire de Gu Kalai ne serait-il qu'un prélude à bien d'autres révélations qui vont voir le jour les unes après les autres? Nouvelle NTD. Les responsables de la ville de Shenyang dans la province du Liaoning ont trouvé une nouvelle façon de couvrir leur déficit budgétaire. Ils ont ordonné à la police de distribuer des amendes aux commerçants sous prétexte de réprimer la vente d'objets contrefaits. Près de 95% des commerces ont alors fermé leurs portes. Les responsables des provinces voisines du Hebei et du Jilin ont adopté la même stratégie. Les commerçants ont alors aussi refusé d'ouvrir leurs portes. Les magasins de Shenyang ont commencé à être fermés le 13 juillet dernier. On a beaucoup parlé aussi des grosses amendes infligées aux propriétaires de ces magasins. Ceux-ci ont dit qu'ils préféraient fermer leurs portes que de perdre de l'argent. Par exemple, un magasin vendant des cure-dents a reçu une amende de 500 $ pour ne pas posséder de licence de déforestation. La vague de fermeture s'est étendue à la province voisine du Jilin. Selon un propriétaire de magasin de la province du Jilin, 80% des magasins de la ville de Shuangliao ont fermé leurs portes. Les autorités déclarent qu'elles répriment le trafic d'objets contrefaits, mais il semblerait que 100% des propriétaires de magasins soient passibles d'amende, qu'ils proposent des objets contrefaits ou non. Nous ne connaissons pas les véritables circonstances. Les responsables du PCC disent qu'ils cherchent les produits qui ne correspondent pas aux normes, mais partout où ils vont, ils distribuent des amendes. Nous ne savons pas à combien s'élèvent les amendes. Depuis, tous les magasins ont fermé leurs portes. Les habitants de la région considèrent les agences d'application de la loi comme des bandits. Dès qu'ils entrent dans un magasin, ils donnent une amende au gérant, qu'ils vendent ou non de la contrefaçon. L'amende s'élève de 3 000 à 100 000 yuan. Tout le monde est en panique. Plus personne n'ose ouvrir de commerce. Des journalistes de NTD ont appelé l'administration de l'industrie et du commerce de Shuangliao. Les employés de la ville ont nié que les autorités pénalisent les commerces à volonté. Nous n'avons effectué qu'un contrôle de sécurité alimentaire dans la région de Seping. Certains ont mal compris. Ceux seuls qui ne respectent pas la loi seront punis. Mais la panique s'est propagée comme une traînée de poudre. La peur de se voir extorqué par les responsables a touché les commerces de Wuhan dans la province de Hebei. Une série de magasins a été vidée après que les autorités ont lancé leur campagne de répression de la contrefaçon. Selon un habitant de Wuhan, un de ses amis qui vend des uniformes n'a pas osé ouvrir son magasin malgré l'ordre de l'administration. Après avoir entendu parler de la situation de Shenyang, les commerçants sont nerveux. Les gens ont très peur, ils sont sur leur garde. Dès qu'ils entendent quelque chose, ils agissent pour ne rien perdre. Les commerçants de tout le pays sont sur la défensive. Plus tôt ce mois, les petits commerces de Shenyang avaient refusé d'ouvrir après que les autorités locales ont essayé de leur appliquer des amendes arbitraires. Les autorités de la ville ont dû obliger les commerçants à ouvrir après que 95% des commerces aient fermé leurs portes. Nouvelle NTD. Et tout de suite, des informations canadiennes après une petite pause. Santé, grand écart entre les riches et les pauvres. Le vieil adage selon lequel la santé vient avec la richesse sonne toujours juste. Selon un nouveau rapport publié par l'Association médicale canadienne dans le cadre de la création du 12e bulletin national annuel sur la santé, les Canadiens à faible revenu jouissent d'une moins bonne santé. On dit que la richesse est égale à la santé. En fait, un sondage effectué par l'Association médicale canadienne confirme ce fait. Le plus nanti vous êtes, le mieux vous vous portez. Près de 7 sur 10 Canadiens à revenus élevés décrivent leur santé comme excellente ou même très bonne. Pour les salariés moins rémunérés, le nombre chute à peu près de 4 sur 10.
Les Canadiens à faible revenu sont plus préoccupés par leur santé et font appel aux services des soins de santé plus souvent. Par exemple, si vous souffrez d'une maladie chronique, une personne sur 4 à faible revenu n'est pas en mesure de se payer les ordonnances, de sorte qu'on ne prend pas ces médicaments et cela mène à des problèmes qui nécessiteront encore des soins de la santé. Selon Dr Gillian Booth, co-auteur d'une étude impliquant 600 000 diabétiques en Ontario, de nombreux patients à faible revenu ne peuvent tout simplement pas se permettre les médicaments nécessaires. Nous pensons qu'un tel taux élevé de décès parmi les gens âgés de moins de 65 ans est attribuable à une couverture des médicaments inadéquate dans ce groupe, à savoir les gens à faible revenu par rapport au groupe à revenu élevé. Des programmes comme celui-ci peuvent combler les manquements. Il s'agit d'un programme de partage de nourriture qui favorise une alimentation saine et plus abordable. Steve Campbell, l'un des employés, souligne que beaucoup de gens doivent choisir entre leur nourriture et les médicaments. Mais si vous n'êtes ni riche ni pauvre et n'avez pas de couverture de votre employeur, vous devez payer de votre poche. Alors c'est là que les problèmes surgissent. Il s'agit donc d'un simple pas de plus pour aider à fermer l'écart et permettre à tous les Canadiens de se prévaloir des soins et médicaments qui peuvent mener à une vie longue et en santé pour tous. Lorsque la flamme olympique s'éteint et que tous les athlètes sont rentrés chez eux, Rio et Londres devront venir à bout de leur héritage olympique. Avec ceci, la question que l'on se pose est la suivante. Y a-t-il un avantage durable? 2 ans après avoir accueilli les Jeux d'hiver, Vancouver doit composer avec cette question. Est-ce la prochaine superstar olympique du volleyball? Oh yeah! Ces campeurs d'été se trouvent dans l'anneau olympique de Richmond, mais l'unique signe que du patinage artistique s'est déroulé ici est une marque qui indique l'emplacement de la vieille ligne d'arrivée. À présent, l'anneau abrite des dizaines de sports et de nombreux athlètes d'élite, y compris la populaire équipe féminine de football qui a obtenu la médaille de bronze. C'est un héritage très visible des Jeux de Vancouver. Droit là-haut avec la mer qui s'étire jusqu'au ciel entre Vancouver et Whistler, et le très rapide train du Canada qui va de l'aéroport au centre-ville. Mais un inconvénient est très visible quant au rêve olympique de Vancouver, c'est l'ancien village des athlètes. Il fut un temps où ce village était une faute d'1 milliard de dollars avec l'hôtel de ville dans le pétrin. Mais à présent, il est sur le point d'être rentable puisqu'il s'en va sur le marché. A lot of residential looking down on the plaza. Brent Toderian a été directeur de l'urbanisation à Vancouver pendant les Jeux olympiques. Pour lui, l'architecture olympique est un besoin à long terme. Pas juste des structures emblématiques telles que celle de Beijing criblée de dettes ou le stade olympique de Montréal surnommé la Grande Dette pour la somme de 1,6 milliard de dollars qui a pris 30 ans pour être remboursé. En fin de compte, vous devez bien réfléchir si oui ou non les JO peuvent être un catalyseur pour une ville plus forte, plutôt qu'être simplement un jeu pour les touristes ou une attention à court terme. Vous sortirez de là avec une dette colossale. Chris Shaw est un manifestant anti-olympique très déterminé qui râle encore contre les 7 milliards de dollars que les Jeux ont coûté. Si vous voulez faire des plans massifs d'investissement, cela est possible sans avoir tout ce cirque qui est vraiment fait pour les promoteurs qui veulent faire naître leurs projets privés. Les logements publics font par contre partie de ces projets, 156 unités pour personnes âgées et sans abri. Une utilisation créative des bâtiments du village des athlètes à Whistler. Ce que j'aurais fait avec ces boîtes après les Jeux est simplement de les vendre à rabais aux unités de travail au nord de l'Alberta ou de la Colombie-Britannique. Donc, le message clé de Vancouver aux futures villes olympiques est de s'assurer que ces 2 semaines de fête laissent plus derrière elles que de vastes souvenirs et une flamme. Et ne nous quittez pas, dans un instant, plus d'informations internationales. La Corée du Sud célèbre la Journée nationale de la libération. Aujourd'hui, 15 août, c'est la journée nationale de la libération de la Corée du Sud qui fut sous la domination coloniale japonaise entre 1910 et 1945. Profitant de cette occasion, le président sud-coréen Lee Myung-bak a demandé au Japon de prendre des mesures urgentes sur la question des femmes de confort.
À l'occasion de la Journée nationale de la libération ce 15 août, le président sud-coréen Lee Myung-bak a demandé au Japon de prendre des mesures urgentes sur la question des femmes de confort. Le président sud-coréen a adressé cette demande lors d'un discours télévisé en l'honneur de la libération de la Corée du Sud de la domination coloniale japonaise entre 1910 et 1945. En particulier, la question des femmes de confort qui ont été enrôlées par l'armée impériale japonaise dépasse la relation entre la Corée et le Japon. C'est une violation des droits de la femme commise en temps de guerre et une violation des droits universels de l'homme et de la justice. Nous pressons le Japon de prendre des mesures responsables. Les femmes de confort étaient forcées en esclavage sexuel dans les maisons closes sous la direction de l'armée japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les tensions entre la Corée du Sud et le Japon ont augmenté depuis la visite du président sud-coréen sur les îles Takeshima, disputées entre ces deux pays. Ces îles, se situant à égale distance entre les deux pays, abriteraient de grandes réserves de gaz naturel. Le Japon déclare la souveraineté sur ces îles et accuse la Corée du Sud de les occuper illégalement. Le président sud-coréen a profité de cette journée pour appeler la Corée du Nord au changement. Pyongyang se trouve dans une situation qui force la Corée du Nord à regarder la réalité en face et à considérer le changement. Nous étudierons sérieusement tous les changements possibles. Certains signes montrent que le nouveau jeune dirigeant nord-coréen Kim Jong-un pourrait entreprendre des réformes. Son oncle, Jang Song-taek, se trouve actuellement en Chine à la recherche de coopération économique. La situation économique du nord de la Corée est alourdie par une série de sanctions des Nations unies après la tentative d'envoi de missiles balistiques et d'autres essais nucléaires, malgré l'opposition de la communauté internationale, Chine comprise. Cela fait plus d'un an que Oussama Ben Laden est décédé et son histoire ne s'arrête pas là. Un groupe d'anciens agents du renseignement et des forces spéciales américaines, intitulé OPSEC ou Sécurité opérationnelle, prépare une grande campagne médiatique afin de remettre en question la responsabilité du président Barack Obama lors de la mort de Ben Laden. L'administration américaine refuse toujours jusqu'à aujourd'hui de rendre publics les documents concernant la mort de celui-ci. Un groupe d'anciens agents du renseignement des forces spéciales américaines, intitulé OPSEC, se prépare à lancer une grande campagne médiatique pour remettre en question la responsabilité de Barack Obama dans la mort d'Oussama Ben Laden et de la fuite de renseignements qui mettent en danger la vie des Américains. Selon son dirigeant, le groupe OPSEC n'est lié à aucun parti politique et ne prend pas parti dans la campagne présidentielle. Il est enregistré comme un groupe de bienfaisance sociale, ce qui signifie que son premier objectif est d'assurer le bien de la communauté. Dans le passé, des exploits militaires avaient été retournés contre des candidats à la présidence américaine, comme la remise en question de la participation de John Kerry dans la guerre du Vietnam en 2004. Le groupe se dit vouloir sauver des vies américaines. Sa première apparition publique consiste dans le film de 22 minutes très critique envers Barack Obama et son administration. Ce film doit être publié aujourd'hui. Un responsable de la campagne présidentielle de Barack Obama a rétorqué « Personne dans ce groupe n'est en position de parler avec autorité de ces problèmes comme l'impact des fuites de renseignements. Il est clair qu'ils font des choses dans un but purement politique. » Dans sa campagne pour la présidentielle, Barack Obama a insisté sur son rôle dans la mort de Ben Laden, la fin de la guerre en Irak et l'établissement d'un plan de retrait d'Afghanistan. Mais le président américain a subi de vives attaques des législateurs républicains qui l'ont accusé d'avoir laissé fuir des informations de la plus haute importance, comme l'attaque des drones clandestins, l'infiltration d'agents dans les groupes affiliés à Al-Qaïda ou encore la guerre informatique contre l'Iran. Pour les républicains, ces informations visent à renforcer l'image de Barack Obama en dirigeant fort avant les élections. La Maison-Blanche a nié la fuite d'informations classées. Scott Taylor, le président du groupe OPSEC, est un ancien marine qui s'est présenté sans succès pour un siège républicain au Congrès en Virginie en 2010. Le groupe anti-fuite s'est formé en juin dernier dans l'État du Delaware qui possède les meilleures lois de protection d'enregistrement. Le groupe est également enregistré comme organisation sans but lucratif qui permet l'anonymat à ses donateurs. Le porte-parole du groupe a jusqu'ici refusé de révéler leurs sources de financement. Ouvert depuis 2011, la Vallée verte dans l'État de Shan en Birmanie est un lieu de retraite et de refuge pour les éléphants qui sont âgés. Pour les gérants de ce camp, c'est une belle occasion pour les touristes de faire plus amplement connaissance avec la nature et les éléphants. Le camp de la Vallée verte dans l'État de Shan en Birmanie est un lieu de retraite et de refuge en milieu naturel pour les éléphants âgés.
Le camp a été ouvert en octobre 2011. L'un d'entre eux a un problème de vue et un autre éléphant aussi. Un autre a un problème de cœur. Certains d'entre eux ont été attaqués par d'autres éléphants sauvages dans la forêt et ils souffrent d'infections. Le couple qui a ouvert ce camp possède une grande expérience dans l'industrie du tourisme. Selon eux, voir des éléphants évoluer dans leur habitat naturel est un grand classique du tourisme. Ils ont réussi à obtenir l'aide de 9 dresseurs d'éléphants du ministère de la Forêt. Ces dresseurs d'éléphants créent des liens de proximité avec les animaux. Ils peuvent même dormir avec eux dans leurs abris de montagne. Je peux dire que m'occuper des éléphants, c'est comme m'occuper de mes enfants. Je suis très inquiet s'ils ne se sentent pas bien, comme mes enfants. Le camp abrite aussi 2 éléphants en pleine santé pour amuser les touristes. Les touristes peuvent entreprendre des randonnées à l'intérieur du camp et peuvent même y dormir. Pour les gérants du camp, c'est une autre façon de créer une connexion entre les visiteurs, les éléphants et la nature. Les éléphants sont des animaux sauvages, ce ne sont pas des artistes peintres, ce ne sont pas des footballeurs. Nous présentons des éléphants pour ce qu'ils sont, des éléphants. Les touristes apprécient de se balader sur leur dos. Je pense que si vous ne le faites pas trop souvent avec les touristes, c'est bien, 1 fois ou 2 par jour, pas plus. Selon les gérants, le camp de la Vallée Verte peut s'occuper d'une dizaine d'éléphants. L'exposition d'art Chen Shenzhen fait le tour du monde. C'est en Belgique qu'elle continue sa tournée où elle expose pour la première fois. Des œuvres de grands artistes pratiquant la méthode du Falun Gong délivrent les messages de cette pratique qui sont basés sur les principes d'authenticité, de bienveillance et de tolérance. Elle fait également connaître la persécution que subissent les pratiquants en Chine depuis le 20 juillet 1999. Méditation, persécution et mouvements de défense des droits de l'homme dans le monde entier, voilà quelques-uns des thèmes de peinture exposés à Turnhout en Belgique. Cette exposition d'art est consacrée au Falun Gong, une pratique de méditation persécutée par le régime chinois depuis 13 ans. Nous avons souhaité présenter cette exposition ici parce qu'elle montre l'histoire du Falun Gong dans le monde entier. La pratique, mais aussi la persécution du Falun Gong en Chine. C'est un projet commun de la Hollande et de la Belgique. Cette série de tableaux a voyagé dans le monde entier, mais c'est sa première exposition dans le Benelux. Elle présente des œuvres de grands artistes qui ont personnellement pratiqué le Falun Gong. L'une des 7 sections de cette exposition est consacrée à la pratique, basée sur les principes d'authenticité, de bienveillance et de tolérance. Une visiteuse de l'exposition parle de sa peinture préférée. Celle-ci a beaucoup de symboles, la tranquillité, l'ouverture de la fleur de lotus. En fait, les 3, comment c'était? Authenticité, bienveillance, tolérance. Dans cette peinture, vous pouvez ressentir les 3 très forts. Une autre section de l'exposition montre la persécution du Falun Gong en Chine, où les pratiquants sont sujets aux tortures et au prélèvement forcé de leurs organes. Il n'y a pas de mots pour cela, c'est inacceptable, c'est inhumain. Cela doit cesser. L'exposition a eu lieu dans la chapelle Saint-Théobald, un ancien lieu de prière aujourd'hui dédié aux événements culturels de la communauté locale. La gérante du lieu est elle-même artiste. Elle a accueilli l'exposition à bras ouverts et a apprécié les talents des peintres. Je suis très impressionnée. Je suis impressionnée par la technique et le talent. Cela ressemble vraiment à de la photographie. C'est vraiment réaliste. Il y a tellement d'expressions. Je suis aussi impressionnée par les histoires en arrière-plan, ce qui a conduit les artistes à créer ces tableaux. L'exposition va maintenant continuer sa tournée dans les pays du Benelux. Elle sera présentée à Hasselt, Belgique, du 24 août au 9 septembre. Nouvelle NTD, Belgique. Et ainsi s'achève votre journal. Merci de votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition.